Fonds du logement de la région de Bruxelles-Capitale, très rapidement, bien, c'est une coopérative. Coopérative où on met plus ou moins 170 personnes à travailler sur 4 activités principales. Le crédit immobilier dont je vais vous parler, mais également la garantie locative, donc des personnes qui sont confrontées à des difficultés pour constituer une garantie locative. Nous intervenons et nous finançons la garantie locative. Nous sommes propriétaires d'un parc immobilier assez important d'à peu près 1000 logements et voilà, on a également des habitations sociales. Et alors nous construisons, nous rénovons et nous revendons du bâti existant ou nous en construisons de neuf que nous remettons en vente au prix coûtant. Alors, après avoir présenté le fonds du logement, très rapidement sur les modalités du crédit hypothécaire qui sont proches des modalités du crédit éco-réno. Alors, ça, ce sont les modalités, c'est les taux appliqués pour le crédit hypothécaire acquisitif. Donc, en fonction des barèmes de revenus, le taux va entre 3 et 4,5%. C'est un taux fixe sur la durée du contrat. Une des particularités du fonds de logement, c'est que nous avons jusqu'à 30 ans de durée de crédit. Ce sera également le cas pour l'éco-réno. Alors, normalement, nous essayons de ne pas dépasser les 70 ans à la fin du crédit pour le plus jeune des membres emprunteurs, mais nous avons certaines dérogations essentiellement pour permettre une capacité de remboursement du ménage plus flexible. Alors, autre modalité, nous faisons ce qu'on appelle les mensualités constantes, comme tout le monde, la plupart des gens ont, mais également des mensualités progressives où la mensualité au début du crédit est beaucoup plus basse et puis progressivement nous la faisons monter de 1% tous les ans, ce qui permet à la personne d'avoir une mensualité plus proche de ses capacités et d'avoir cette mensualité qui va progresser avec son évolution professionnelle et sociale. Alors, nous allons jusqu'à 100% de la valeur vénale du bien. Nous pouvons aller jusqu'à 120% en fonction de certaines conditions objectives quant à la qualité du bien, quant à la plus-value apportée suite aux travaux qui vont être faits. Et nous essayons d'avoir une contribution des ménages entre 5 et 10% du montant total du crédit. Alors, les conditions d'accès, je les passe rapidement en revue. Bien sûr, il faut que l'habitation soit une habitation sur le territoire, que la personne soit un résident belge. Il faut que la personne ne soit pas propriétaire d'un autre bien, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Alors, bien sûr, le bien doit être en région Bruxelles-Capitale et affecté totalement à l'habitation du ménage. En cas de modification du statut du ménage, il y a également certaines obligations de renseignement à fournir. Alors les barèmes de revenus autorisés qui sont eux identiques à ceux du crédit éco-réno sur lequel nous allons revenir. Donc ceux-ci sont les maximaux ouvrant le droit à un crédit hypothécaire du fonds du logement dans le cadre d'une acquisition. Donc, si le nombre de personnes dans le ménage, par exemple, est le nombre de personnes en charge dans le ménage est de 3, et que le ménage est un ménage monoparental, et bien le revenu de ce ménage ne doit pas dépasser 76 000 € par an. Alors on a soumis ces chiffres à Statbel, à l'Institut de statistique de Belgique, et en fait on remarque que plus de 75% des ménages bruxellois sont éligibles à un prêt au fonds du logement. Et là vous avez certains exemples de taux qui sont appliqués, toujours pour l'acquisitif. Alors on va en venir plus concrètement au crédit éco-réno. Alors ce grand tableau, on va le simplifier. En gros, le crédit éco-réno, il est de deux types, en fonction du montant.
soit c'est un montant de travaux inférieur à 25 000 euros, et on va travailler en ce qu'on appelle un crédit à la consommation. Donc, il n'y a pas d'inscription hypothécaire, il n'y a pas de frais de notaire, il n'y a pas d'acte notarié. C'est un contrat entre le fonds du logement et le ménage emprunteur sur une durée de 10 ans maximum. Et il n'y a pas de frais de dossier, il n'y a pas de frais d'expertise. Le crédit est relativement rapidement mis en place. Alors, on porte quand même une attention, tant nous que HomeGrade, sur la priorisation des travaux. Donc, on essaye, que ce soit pour du crédit à la consommation ou du crédit hypothécaire, de prioriser sur les travaux visant une meilleure habitabilité, la salubrité du bien, la performance énergétique, sa sécurisation, et on va dire, le reste est relativement accessoire, voire dans certains cas, on considère que ces travaux sont somptuaires par rapport aux besoins immédiats liés à la salubrité, l'habitabilité, la performance énergétique. Donc la priorité est celle-là. Alors, je vous ai parlé du crédit à la consommation. Le crédit hypothécaire est destiné à des montants plus importants et il implique certaines étapes qu'on va passer en revue. Certaines étapes, dont une expertise du bien, le passage par un entretien qu'on appelle technique, donc avec des architectes du fonds du logement et des techniciens du fonds du logement, sur vous aider à prioriser ces travaux, voir dans quelle mesure est-ce qu'il est opportun de, je vais prendre un exemple bateau, mais est-ce qu'il est opportun de penser à une pompe à chaleur alors que la maison est en PVG, il y a peut-être d'autres choses à faire avant. La pompe à chaleur, dans un tel contexte, n'est peut-être pas la priorité. Donc, on va vous aider à prioriser ces travaux. Un expert vient, vous donne une estimation également. On a bien sûr besoin du PEB le plus récent possible. Et nous pouvons, alors là il n'y a pas de maximum, le maximum est déterminé par la capacité de remboursement du ménage emprunteur. En tout cas, on va aller jusqu'à 30 ans, tout comme pour l'acquisitif, et ça dépendra de l'âge des emprunteurs, mais potentiellement ça peut aller jusqu'à 30 ans. Il y a bien sûr une inscription hypothécaire sur le bien, on préconise une assurance solde de récidive, mais elle n'est pas obligatoire. Enfin, elle est vivement conseillée. Je crois avoir passé en revue l'essentiel de ce tableau. Je vais aller dans les tarifs et barèmes. Alors, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Jusque tout récemment, c'est-à-dire la semaine passée, les taux applicables pour les co-rénaux étaient de 0 et de 1%. Pour des raisons budgétaires, ces taux ne sont pas soutenables, ni par le fonds du logement, ni par notre pouvoir organisateur qui le subsidie. Donc on a dû rehausser les taux. Les taux restent largement en dessous du marché des taux bancaires. Ça reste des taux préférentiels, mais on ne peut plus offrir des taux de 0 et de 1% à partir du 13 février pour être exact. Les taux seront en fonction des barèmes de revenus que vous avez là, soit de 1,5%, soit de 2,5% pour le crédit hypothécaire. Pour le crédit à la consommation, donc pour des sommes inférieures à 25 000 euros, le taux reste à 0%. Donc, ceci pour les barèmes. Alors, bien sûr, il y a des ménages qui ont plus de 4 personnes à charge. Sur ces barèmes, on rajoute 5 000 euros par personne à charge supplémentaire. Ça vous donne une idée du revenu net imposable maximum pour être éligible au crédit économique. Alors, je vous ai parlé de 75% pour les crédits acquisitifs. On a soumis la même étude ici et là on dépasse les 80% de la population qui est éligible au crédit. Alors, comment ça se déroule?
deux points d'entrée téléphoniques ou via l'adresse mail que vous avez là, où on fixe ce qu'on appelle un rendez-vous d'ouverture. Nous invitons les candidats à venir avec un dossier le plus complet possible, décrivant leurs travaux, mais également décrivant leur capacité financière en termes de revenus, de façon à ce que l'on puisse faire ce qu'on appelle la deuxième étape, la demande de crédit en tant que telle, où en fonction de si vous faites un crédit à la consommation ou un crédit hypothécaire, nous allons vous remettre une simulation accompagnée d'un document légal qui s'appelle ULISI ou UCITI en fonction du type de crédit. S'il s'agit effectivement d'un crédit supérieur à 25 000 €, on va avoir besoin d'une expertise, donc on va prendre rendez-vous ensemble avec un expert. Et puis il y a, un peu comme dans tout organisme financier, une série de documents probants à fournir de façon à étayer votre dossier. Une fois que l'expertise est reçue, ça se passe relativement vite. Dans la semaine, les 10 jours, l'expert peut être chez vous et dans les 5 jours, je crois qu'il y a des charges, c'est une évolution encore, donc c'est relativement rapide. Dès que nous avons l'expertise et les documents probants, nous vous invitons à un rendez-vous technique. On regarde ensemble tous les aspects du bien ainsi que l'expertise. L'expertise, dont deux buts, voir l'état de la maison, la priorisation des travaux, comme je vous ai dit, mais également voir sa valeur. Puisque le bien est le principal gage. Alors, une fois que tout ça est fait, que tout est formalisé, le dossier passe en comité, toutes nos décisions sont validées par un CR également, et vous recevez l'avis de recevabilité, l'acceptation, comme quoi le crédit est accepté. Alors, il y a sûrement une question qui vous brûle, quel est le taux d'acceptation en là. Alors, en acquisitif, on tourne entre 65 et 70% du taux d'acceptation. Dans les crédits de travaux, on tourne aux alentours de 80 à 85% du taux d'acceptation. Donc, ça peut paraître assez formel comme démarche, mais le but est quand même d'aider à l'amélioration de la performance énergétique du bâti bruxellois. Donc, voilà, on prend en considération beaucoup d'aspects pour aider les ménages bruxellois à rentrer dans cette logique d'amélioration de la performance. Alors bien, une fois que la décision est prise, bien, on rédige l'offre, le contrat, on vous invite à le signer, on fixe rendez-vous chez le notaire, on passe là. Et alors, pour une durée de 2 ans, en fait, vous avez 2 ans pour faire les travaux. Au fur et à mesure de l'exécution des travaux, nous payons les factures au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors, point important, mais je crois qu'on vient d'en parler également, normalement, les primes, vous avez 1 an à la fin des travaux pour introduire votre dossier des primes. C'est ce que l'on entend généralement. Il faut rajouter un élément supplémentaire, c'est à la fin des travaux éligibles aux primes que vous avez 1 an pour introduire le dossier. Donc, s'il y a des travaux que vous allez faire qui ne sont pas éligibles aux primes, n'attendez pas la fin des travaux. Il faut entamer les démarches, je suppose que vous allez aborder le point, il faut aborder les démarches 1 an après la fin des travaux éligibles aux primes. Et puis, voilà, là le crédit est en place et on est parti en fonction de ce qu'on a, ce sur quoi on s'est mis d'accord, on est parti sur 10, 15, 20, voire même 30 ans pour le financement des travaux. Alors, voilà, je vous ai parlé d'assurance décès qui est évidemment conseillée mais pas obligatoire. Par contre, nous insistons pour avoir une assurance incendie. Donc une clause bénéficiaire. Alors les attestations obligatoires, le certificat PVB valide bien sûr. Alors, élément supplémentaire relativement neuf de 2023 qui n'est pas encore sur ce slide, c'est qu'en fait, lorsqu'on se rend compte que les travaux que vous allez réaliser vont avoir un impact certain sur la PEB, nous allons intégrer dans le crédit un certificat PEB pour la fin des travaux, de façon à ce que l'on puisse vous informer ce que vous avez fait, quel est l'impact énergétique,
Et nous, ça nous permet également de voir quelle est notre contribution en tant qu'activité sur l'amélioration de ce métier. Alors, il y a des attestations de conformité de l'installation électrique, l'attestation de conformité de l'installation au gaz ou de la chaudière. Nous veillons bien sûr à ce que les détecteurs de fumée soient placés. Et alors, ça c'est pour les copropriétés. Nous insistons pour avoir un contrôle de la stabilité des balcons, qui est un gros sujet sur Bruxelles, surtout dans les grands immeubles où la stabilité des balcons pose problème. Alors, dernier point, et pas des moindres, depuis l'introduction du crédit éco-réno, qui connaît un succès énorme. Pour vous donner un exemple, une situation concrète, en 2022, le Fonds du logement a fait plus ou moins 2500 crédits immobiliers. En 2021, nous en avons fait 1200. En 2021, 60% des crédits octroyés étaient des crédits destinés à l'acquisitif. En 2022, c'est tombé à 45%. Donc, la part du financement en forte augmentation, compte tenu du focus qui est mis par les différents cabinets sur l'amélioration de la performance énergétique. Alors, point d'attention sur le mandat hypothécaire. Qu'est-ce que c'est d'abord un mandat hypothécaire? Comme vous le savez, quand vous prenez une hypothèque, ce sont des frais relativement importants. Parfois, les banquiers, pour limiter ces frais, ils disent, écoutez, on ne va pas prendre l'hypothèque pour la totalité du crédit, on va prendre l'hypothèque pour la moitié, et l'autre moitié, on va faire un mandat hypothécaire, c'est-à-dire un contrat entre nous, non opposés habituels, qui va vous coûter 400, 500 euros, et pas des milliers d'euros d'une institution hypothécaire, parce qu'on vous fait confiance. Si jamais ça tourne mal, ben on va transformer ce mandat en hypothèque. Et puis intervient le fonds du logement. Le fonds du logement dit, bon ben, ok, il y a un banquier principal, nous allons prendre l'hypothèque en second rang, et le banquier principal dit, ah, attendez, moi j'ai un mandat. Si vous allez en second rang, mon mandat, il va être en troisième rang, quand je vais vouloir inscrire. Donc, si le fonds du logement intervient, je transforme immédiatement mon mandat en hypothèque. Et cela implique des frais de plusieurs milliers d'euros de faire la transformation de ce mandat hypothécaire qui est un contrat entre deux personnes, somme toute, en un acte authentique qui est une inscription hypothécaire. Alors, non seulement il y a des coûts, mais le fonds du logement ne va pas être en troisième rang. Nous ne voulons pas être en troisième rang, nous sommes une OIP, un organisme d'intérêt public. L'État ne veut pas que nous soyons en troisième rang sur les encours. Donc, je vous invite, si vous êtes encore dans le cadre d'un crédit hypothécaire lié à l'acquisition de votre bien, à bien vérifier que l'inscription hypothécaire porte sur l'ensemble du crédit qui a été octroyé et non pas sur une partie agrémentée d'un mandat hypothécaire. Voilà. Et je crois que pour ma part, j'espère que je n'ai pas pris trop de temps. Rénovation, le montant indépendant des primes, donc le montant total avant prime. Oui. C'est bien ça, hein? C'est bien ça. Alors, ce que vous dites me fait penser à une chose importante, c'est que nous allons octroyer le prêt, et puis, après un an, vous aurez introduit votre prime vous sera décaissée. Vous avez le choix de faire avec cette prime que vous sera octroyée ce que vous voulez. C'est-à-dire, ou vous l'affectez au crédit, et dans ce cadre-là, il n'y a pas ce qu'on appelle une clause de remploi. Donc, on a passé un accord avec les cabinets qui nous subventionnent en disant, bon ben, comme cet argent sert à rembourser le crédit, il n'y a pas de clause de remploi, donc il n'y a pas de pénalité, il n'y a pas d'intérêt à payer supplémentaire, c'est franco. Le capital descend en un coup et la nouvelle mensualité est calculée. Donc oui, c'est hors prime. Et nous le prenons d'ailleurs parfois en considération en sachant que même si le crédit peut paraître lourd au départ, on sait que dans un an et demi, la personne va bénéficier des primes. Nous avons une estimation des primes vraiment grandement faite pour pouvoir
évaluer le montant résiduel qui restera, pour voir si le crédit reste quand même supportable par la famille. Notre but n'est pas de pousser à l'endettement, bien sûr. Oui, Tania, peut-être. Oui, la dernière petite clause avec le mandat, donc ceux qui ont encore un emprunt avec mandat, une autre personne en mandat, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas avoir accès. Ce sera difficile, en ce sens que, enfin, d'une part, ça va vous exposer à des frais. Le banquier, nous avons obligation d'informer le banquier. On pourrait ne pas le faire, mais ce serait une très mauvaise surprise pour vous. C'est-à-dire que le banquier, dès qu'il va se rendre compte qu'on a pris l'hypothèque, directement, il va transformer son mandat et vous envoyer la facture de 4, 5, 6 000 euros. Donc, c'est pas une bonne idée. On prévient le banquier. Et souvent, le banquier nous retourne, que ce soit Belfius, Dexia, ING, nous retourne la réponse en disant oui, ok, prenez l'hypothèque, mais moi, je transforme le mandat. Donc, ça rend les choses compliquées. Maintenant, beaucoup de gens ne savent pas s'ils ont un mandat, ça reste relativement rare. En ce sens que si le banquier fait ça, c'est parce qu'il a confiance, parce qu'il y a des clients par exemple, parce que la capacité de la personne est vraiment très très confortable, et c'est une pratique relativement récente, il y a 4-5 ans. Donc, on a eu le cas, c'est pas très fréquent, mais quand le cas se présente, ça passe. Donc je vous invite vraiment à vérifier au cas où vous auriez un mandat hypothécaire. Frédéric, Bon, je veux dire, j'ai deux questions. Le crédit pour travaux, ça n'est pas concerné par le mandat hypothécaire. Si. Parce que nous allons prendre une hypothèque sur... Parce que ici, je pense que la majorité des gens ont fait une hypothèque, quoi. Donc, Ah oui. Qui est une première hypothèque, c'est pas un problème. En fait, si tu veux, si je peux essayer de formuler, l'histoire de rang, c'est qui est repayé le premier. Et comme le fonds du logement accepte d'être repayé le deuxième. Donc si tu as déjà un crédit hypothécaire, tu devras d'abord rembourser ta banque. Si tu ne sais plus rembourser, ou tes limites, c'est d'abord la banque et puis le fonds du logement. Ça, ils acceptent. Mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que ce soit d'abord ta banque avec un premier logement, puis un deuxième sécurité, et puis seulement un troisième, le fonds du logement, parce que le risque que tu ne payes pas en cas de problème est trop grand. parce que la majorité des gens, parce que donc moi, parce que je connais un peu, j'ai fait donc deux emprunts pour ma maison. Donc le premier emprunt, le notaire avait proposé de faire avec moitié mandat hypothécaire, moitié hypothèque. Il disait que le mandat hypothécaire c'est vraiment très très rare, quoi. Il y a presque personne qui fait ça. Et donc quand j'ai revu mon taux hypothécaire, donc là c'était hypothèque à 100%. Quoi, Oui, tout à fait. Alors ce cas-là est le cas qu'on rencontre dans 99% des cas. ouais, c'est ça. Donc C'est juste un point tout le monde d'attention, a une hypothèque pleine pour l'ensemble de son crédit. C'est très rare d'avoir un mandat. Mais ça peut arriver. Et donc, pour éviter les surprises, parce que ça crée des problèmes, des discussions, ça remonte à... Enfin bon, ça part dans tous les sens. On préfère prévenir déjà, au cas où quelqu'un aura un mandat, qu'il le vérifie. Je ne dis pas qu'on ne va pas examiner le dossier, mais il y a certaines conditions, par exemple, de valeur du bien par rapport aux engagements. Je vous ai parlé des 120%. Je vais rentrer un peu dans les détails pour vous répondre. Supposons que votre banque a pris le crédit qu'elle vous a fait, c'est 100. Le bien sur le marché aujourd'hui fait 110. Moi, je peux aller jusqu'à 120% des 110. Donc, si le besoin du crédit c'est 60, je serai largement au-dessus des 120% de la valeur du bien. Donc je ne pourrai pas intervenir. Réglementairement, je ne pourrai pas. Donc je suis limité à 120% de la valeur du bien. D'où la complexité d'avoir un premier rang, un deuxième rang, et le fonds du logement qui vient en troisième. L'accumulation des crédits est telle qu'on dépasse largement la valeur du bien et il n'y a pas de possibilité de financer. Donc c'est ça la difficulté. Mais je vous dis, c'est rare, mais ça vaut la peine de le mentionner parce que ça peut être un problème. Et alors, deuxième question, donc le crédit pour les travaux, c'est maximum 25 000 euros. En crédit à la consommation. Pour les crédits hypothécaires, là, ça dépend de
que... Ah, donc on peut faire un crédit hypothécaire sur les travaux? Oui, Ah oui, bien sûr. en fait, Oui, oui, oui. que ce soit un type ou l'autre type, c'est vraiment juste le montant qu'on emprunte qui Pour les change. petites sommes, C'est pas le petites- fait d'acheter ou d'acheter. petite somme, entre guillemets, 25 000 euros, ça se trouve pas dans ça dans un cheval, mais pour des sommes limitées à 25 000 euros, on veut accélérer le processus et on fait un crédit à la consommation sur 10 ans maximum. Au-dessus de 25 000 euros, jusqu'à, on a des crédits 150, 160, 170 000, on fait un crédit hypothécaire qu'on essaye de tirer le plus loin possible pour que la mensualité soit la plus basse possible. D'accord. Et alors il y avait deux tableaux, mais c'était quoi? Il y avait 1,5 et 2,5, c'était quoi la différence? En fonction de votre niveau de revenu, le taux est déterminé en fonction de votre niveau de revenu. Donc, pour reprendre... Donc, en fait, vous êtes... parlons d'une famille monoparentale avec 3 personnes à charge. Pas nécessairement des enfants, ça peut être un parent survivant, mais il est à charge. Les revenus de ce ménage ne peuvent pas dépasser 52 600 euros. S'il dépasse 52 600 euros, on bascule sur 2,5%. On va reprendre le même exemple. À partir de 52 600 jusqu'à 76 049, vous aurez un taux de 2,5. Au-dessus de 76 049, vous n'êtes pas éligible au crédit économique. D'accord. Et si on dépasse les 97 000? Bah déjà, je vous félicite. C'était pour savoir. Si on dépasse les 97 000, effectivement, vous n'êtes pas éligible. Donc, vous êtes parti alors C'est même pas de une 0,3% de la population. Avec 4 enfants à charge. Avec 2 enfants, Frédéric, avec 2 enfants, c'est pas 97 000. Avec 2 enfants, c'est 87 699 qui est le Et donc ça, on dit c'est net imposable. C'est le revenu net imposable qui se trouve sur votre déclaration, votre dernière déclaration d'impôt. Mais c'est le net, c'est bien de savoir c'est pas le brut. Oui. Donc c'est le net imposable. Donc Jusqu'au décembre. c'est indiqué comme ça sur la déclaration d'impôt. C'est pas ce que vous recevez, c'est pas le salaire poche, mais c'est pas votre salaire brut. C'est le salaire brut moins les charges, moins les charges forfaitaires, etc. Donc c'est vraiment le revenu net imposable. Eva? Oui, moi c'est une question théorique, c'est pas pour le groupe ici, mais en général, dans le quartier, on a beaucoup de vieux qui veulent aussi rénover, mais qui ne sont pas éligibles pour les crédits. Donc j'ai vu dans la présentation que si le plus jeune des créanciers aura 70 ans à la fin du crédit ou un truc comme ça. La question est-ce qu'un vieux peut faire un crédit ensemble avec son enfant? Ah. Alors, on a déjà eu le cas. Le problème, c'est que ce qu'on appelle l'affectant hypothécaire doit être domicilié dans l'habitation. Alors, si l'enfant n'est pas domicilié dans l'habitation, et surtout s'il n'est pas majeur, le crédit est impossible. C'est envisageable si effectivement la personne fait partie du ménage. Alors elle peut être affectant hypothécaire, elle a un intérêt économique à la réalisation de l'opération, et c'est une solution qui n'est pas fréquente mais qui a déjà été envisagée. Alors c'est assez complexe à monter, mais ça se monte. Ça ne se monte pas en 6 semaines ou 3 semaines, hein, mais ça se monte. Par contre, le cabinet de logement et le cabinet de l'énergie nous ont demandé de travailler sur ce qu'on appelle un crédit à la brique, où, indépendamment de l'occupant, de son accessibilité au crédit ou pas, le fait d'occuper le bien entraîne que la personne payera un certain montant pour rembourser le crédit qui a servi à financer la rénovation du bien. Elle quitte le bien, et bien celle qui rentre, tant que le crédit dure, continuera à payer cela. C'est compliqué à monter, ça existe en France, ça existe au Royaume-Uni, ce serait quelque chose de très innovant pour la Belgique, mais ce serait une réponse justement à ces personnes qui ont 65, 70, 80 ans, qui payent des 600, 700 euros par mois de facture de gaz et qui disent il faut que je fasse quelque chose. Donc on est en train d'y travailler, on doit sortir cela pour 2023, commercialisation en 2024, mais effectivement le problème est crucial, vous avez raison.
Donc pour notre deuxième vague de rénovation, ça pourrait être envisagé. Oui. Super, merci. Oui, en fait, ma question, parce que c'est une suite de la précédente. On a une maison, mais c'est une maison familiale, mais qui est mise en société. Est-ce qu'on peut acquérir cette hypothèque, ce crédit de rénovation l'annonce m'a intéressée parce qu'on est dans le quartier, on est dans les vieilles maisons, mais ça a une formule différente donc les enfants Malheureusement, et les parents sont en société. Je vous explique pourquoi. Parce que le fonds du logement est destiné uniquement aux personnes physiques. Elles peuvent être indépendantes, elles peuvent être salariées, elles peuvent être allocataires sociales. Ça n'a aucun problème. Mais il faut que on s'adresse à une personne physique. Donc, on ne fait pas de crédit aux sociétés. Donc, si le bien appartient à une SPRL, une SA, une société civile, immobilière ou une patrimoniale, nous ne sommes pas habilités à faire le crédit, purement et simplement. On est en train d'y réfléchir parce qu'on va devoir faire du crédit à des personnes morales, puisqu'on va faire des crédits aux ACP, aux associations de copropriétaires, mais c'est en cogitation, c'est en recherche et développement, on va dire. Ce n'est pas encore le cas. Aïe, tu avais une question avant? Oui. C'était avant nous? Non, j'ai toujours. Donc j'ai vu que pour le crédit hypothécaire, on ne peut pas être propriétaire d'un autre bien. Est-ce que c'est aussi le cas pour le petit crédit Hypo-Réno ou pas? Non. Alors, dans la deuxième partie de 2023, donc à partir de juillet 2023, nous allons faire des prêts à des multipropriétaires. Essentiellement pour que les personnes locataires puissent bénéficier également de l'amélioration de la performance énergétique par un financement de leur bailleur. Et dans ce cadre-là, effectivement, même si vous êtes propriétaire d'un autre bien, que vous occupez ou pas, que vous louez ou pas, nous allons vous financer. Et nous allons financer le bien, enfin, nous allons prendre en gage le bien sur lequel vous allez faire les travaux. Donc, à partir de juillet, je veux dire, ce sera envisageable. Donc, pour le moment, non. Si quelqu'un habite dans son logement ici, mais dispose d'un appartement à la mer, pour le moment, il n'est pas éligible. Pour l'instant, il n'est pas éligible. Effectivement. Et Alice, tu t'entends? C'est une petite question. Actuellement, il y a un simulateur sur le site du Fonds du logement, est toujours à 0%. Il n'est pas actualisé par rapport à la nouvelle réglementation. Puisque c'est à partir du 13 février, donc pour l'instant, il fonctionne toujours avec du 0 et du 1%. Alors maintenant, ça paraît important, mais ça va se jouer, bon, vous allez me dire chaque euro est important, mais ça ne va pas transformer, vous n'allez pas avoir une augmentation de 15% de la mensualité que vous allez par le fonds, par le simulateur. Maintenant, même si ça reste un simulateur, les avis qu'il vous remet sur l'acceptabilité de votre crédit sont fiables. Bien sûr, il faut que l'encodage que vous ayez fait, les données que vous ayez fournies, soient proches de ce que l'on va étudier dans le dossier, que ce soit dans le dossier technique ou dans le dossier financier. Mais en règle générale, quand le simulateur donne un avis favorable, il est fiable à 80-85%. C'est juste pour le calcul de la mensualité. C'est la mensualité qui va changer. Bon, c'est la même chose qu'il a dit. En fait, si on a plus de biens, pour notre bien on habite, on peut avoir, mais je parle de crédit, moi, 25 000. Oui. Oui, là c'est possible. Là ce sera possible. Ce sera possible. Non, c'est pas, excusez-moi, vous faites bien de me reprendre. C'est possible. Déjà pour le crédit à la consommation. Pour le crédit à la consommation. Oui. Ah, parce que nous, on ne vérifie pas les conditions de... J'aurais dû venir avec les brochures, mais elles viennent d'être réimprimées suite au changement de tout, mais
Donc vous dites que le crédit à la consommation, Le crédit à la on peut être consommation. multipropriétaire. Alors, on ne va pas vérifier l'existence d'une seconde propriété. Et, enfin, si la personne vient et nous dit, bon, j'habite pas le bien, et je veux faire un crédit à la consommation pour ce bien dans lequel j'ai des locataires, là, ça ne passera pas. Par contre, si c'est pour votre bien d'habitation, et que vous allez changer les menuiseries extérieures, c'est votre bien d'habitation, vous êtes dedans, et vous allez faire des transformations avec un crédit à la consommation, on ne va pas s'occuper de vos autres biens. C'est peut-être une erreur. C'est peut-être une C'est erreur. pas l'info que nous on a. Oui, parce que normalement, effectivement, mais comme il n'y a pas d'expertise technique, on n'envoie pas un expert sur place, on ne va pas interroger la centrale patrimoniale, etc. Il faut habiter dedans. On assouplit pour aller plus vite, et donc, voilà. Mais normalement, effectivement, ce devrait être le cas. Mais de toute façon, c'est une situation hybride et temporaire jusqu'au mois de juin. Fin juin, on ouvre l'accès aux multipropriétaires. Donc c'est pas... Et là, dès que après le juin, je peux prendre le crédit toujours moins 25% pour chaque bien. Alors, en crédit à la consommation, l'ensemble de vos crédits vivants ne peuvent pas dépasser 25 000 euros. Donc, vous allez faire un premier crédit à la consommation, vous allez commencer à rembourser. Au bout de 3-4 ans, les 25 000 sont devenus 18. Vous pouvez reprendre un crédit à la consommation pour 25 moins 18. Mais l'ensemble des crédits à la consommation ne peut pas dépasser 25 000 euros. Il est préférable dans ce cas-là d'attendre juin et de faire des crédits hypothécaires plus appropriés à chacun des biens en fonction de ses spécificités, en privilégiant la performance énergétique, puis etc. Et ce crédit moins 25%, ça donne toujours avec les factures, avec comment ça va... Donc, comme je vous ai dit, il y a un examen technique qui est fait, il y a une expertise qui est faite, et puis cette expertise vient et on examine l'ensemble des devis que vous nous avez fournis, ou des estimations. Et on va prioriser. En fonction de chaque poste, on va définir un budget. Alors ces budgets sont perméables entre eux, pas de façon, il ne faut pas transférer un budget vers l'autre, mais ils sont perméables. Et puis, on va recevoir vos factures au fur et à mesure. Les factures que l'entrepreneur va faire, va nous les envoyer et nous allons les régler. Jusqu'au moment où on atteint le budget pour ce poste. S'il y en a encore, on va voir quel est le budget qu'on peut réduire pour augmenter celui-là. Est-ce qu'il est possible de réduire ou pas? Mais ça veut dire que c'est vous qui payez les factures, il ne faut pas que l'argent passe par chez nous, qu'après on paye. Alors en crédit à la consommation, on vous paye directement. Mais ça, je vous dis toujours moins 25 000. Là, on vous paye vous directement. En crédit hypothécaire, on paye l'entrepreneur. Non, moi toujours moins 25 000. Par contre, important tant pour la prime que pour le financement, ce qu'on appelle la main-d'œuvre personnelle, on ne la finance pas. Tout comme des travaux qui seraient faits en main-d'œuvre personnelle. Vous êtes dans le métier, par exemple, et vous dites l'isolation, là, c'est moi qui vais la faire. Je vais acheter 19 cm de laine de verre avec les indices nécessaires et c'est moi qui vais faire le placement. Ce placement n'est pas finançable. Tout comme il n'est pas éligible aux primes. La main-d'œuvre personnelle n'est pas éligible aux primes. Les matériaux, oui. Les matériaux le sont, mais la main-d'œuvre personnelle pas. Pas pour les primes. Par contre. Même le matériel? Le matériau éligible au prêt, mais pas au prix. Le matériel est éligible au prêt, mais pas au prix. Il y a juste une question sur le même point, ce que Quentin était. Une fois j'entends 25%, une fois j'entends... C'était 25 000. Le 25 000, c'était 25 000. Parce que des fois j'entends 25 000. 25%. Pour être très clair. C'est 25 000. Mais par exemple, si vous me versez 25 000, il faut après que je vous donne les factures. Ah oui, bien sûr. Ah oui, on finance des travaux. Il n'est pas rare que nous envoyions un de nos architectes vérifier la bonne exécution des travaux, surtout lorsqu'il s'agit de travaux conséquents et qu'on s'est rendu compte que
les travaux, il s'agit de vérifier quand même la bonne exécution des travaux, surtout si par après il va y avoir une certification PEB qui va être demandée. Donc pour être sûr que cette certification PEB, on avait estimé par exemple que vous aviez gagné une ou deux échelles sur votre PEB, c'est beaucoup, hein, enfin je suppose. On veut quand même valider cela. Donc c'est pas systématique, mais on envoie parfois un de nos architectes pour vérifier. Parce que chez moi, c'est la même architecte qui s'occupe ici, j'ai déjà un permis d'urbanisme qui est obtenu. Le changement de châssis, toiture, changer, isoler, isolation derrière. Et c'est pour ça que je veux voir un petit peu si c'est possible ou pas. Donc, le financement est là, mais il y a des différences de règles entre prêt et prime. Oui, non, moi je fais d'abord l'argent, après on va voir si j'ai la prime ou pas. Ma question c'est par rapport au crédit hypothécaire, est-ce qu'il y a un lien entre le montant qu'on emprunte et la durée, ou on peut essayer de tirer plus loin pour avoir des mensualités plus basses? C'est le but, hein, c'est pour ça qu'on pousse jusqu'à 30 ans. On essaye que, en fonction des revenus du ménage, mais également des encours crédits qu'ils ont, en ce y compris les crédits à la consommation pour la voiture, pour la grande note des GSM, etc., et le crédit qu'on rajoute, on essaye quand même de rester dans les proportions acceptables. On essaye de ne pas dépasser 45% entre les revenus du ménage et l'ensemble de ses charges de crédit, le nouveau crédit inclus. Donc si on voit que ça coince, on va tirer sur la durée et aller sur 15 ans, 20 ans pour que... La question c'est que l'emprunteur a la liberté de vous demander d'aller un peu plus loin pour réduire la mensualité. Bien sûr. D'habitude, nos conseillers financiers, systématiquement, l'introduisent pour 20 ans. Et parfois, on va jusqu'à 25, voire 30. Mais systématiquement, on est parti pour 20 ans. Et si quelqu'un demande est-ce que je peux l'avoir sur 30 ans, c'est possible, ou il y a des c'est son âge. C'est son âge. C'est son âge qui va être... Après 40 ans, ça se réduit. C'est son âge qui va être... Okay, ouais. On pourrait aller, par exemple, je suppose qu'il y a une différence d'âge entre les membres du ménage. On va prendre l'âge du plus jeune pour déterminer ses 70 ans. Il faut vite sortir avec quelqu'un de jeune. Ouais, bravo Quentin. Et le contraire, si on, par exemple, je veux terminer plus vite. C'est également possible, tout à fait. Okay. Et dans le cadre de l'éco-réno, donc si vous voulez le terminer plus vite, il n'y a pas de clause de remploi. Donc, que vous ayez la prime et que vous utilisiez cette prime à rembourser votre crédit, ou vous gagnez au loto, vous voulez tout rembourser, on ne va pas vous compter une pénalité. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir en tête, si on dimensionne, imaginons je fais mes calculs et je vois que je peux rembourser 150 € par mois, aujourd'hui, et donc calibrer là-dessus, et puis les économies d'énergie permettent de mettre 50 € en plus, du coup on peut rembourser les 50 € en plus par mois. Oui, ça t'arrive, tu peux aussi mettre un compte d'épargne, voilà. Si tu rembourses pas une fois. Ouais, juste parce qu'il y a une petite remarque comme ça sur les assurance vie. Ouais, c'est pas assurance. Décès. Si on l'a pas, non, c'est même pas ça. Si on peut pas en avoir un, ou soit, moi je peux pas en avoir un. Je peux en avoir un, mais ça va me coûter 5 000 € par an. Oui. Ça vaut pas la peine. On ne va pas vous faire de problème. Oui, mais ça augmente, le tarif peut être augmenté, c'était ça qui était marqué. Le tarif les intérêts peuvent être plus hauts. Non. Il y avait une petite phrase qui disait ça. Dans les conditions en slide 2, quoi. Attends. Vivement conseillé, peut-être inclus dans la saison. Oui, voilà. Donc, la prime d'assurance, normalement, vous devez la payer one shot. 4 000, 5 000, 8 000 €, vous devez payer one shot. Ah oui, si tu payes au début. C'est une grosse somme à débourser. Si vous obtenez cette assurance vie, on peut l'intégrer dans le crédit et elle sera remboursée sur la durée du crédit.
Et vous n'aurez pas à la décaisser one shot. Okay. Mais on ne va pas vous imposer d'en avoir une. On ne va pas vous l'imposer. Et puis, deuxièmement, juste parce que techniquement, moi, en taxe personnelle, je ne suis pas très bien. On ne peut pas déduire le prêt. Hein, avant, les prêts éco. Non, les prêts verts, on pouvait les déduire des taxes, mais maintenant, c'est fini. Hein. Parce que ça fait quand même une grosse différence, quoi. Non, les emprunts hypothécaires, on ne peut plus les faire. Mais avant, il y avait une formule, il y avait une ligne spécifique pour les emprunts verts. Et comme ici, on utilise le terme emprunt vert, mais je ne sais pas si on peut encore le faire ou pas. J'ai un doute. Je crois que ça a été renouvelé. Enfin, ce qui était prévu pour le prêt vert, puisque les Coréno remplacent. Maintenant, c'est les primes. Je crois que ça a été prolongé sur les Coréno, mais je ne vais pas mettre ma main au feu. Ce serait bien de vérifier parce que ça peut faire une différence de 1500. Je vais vous revenir via Quentin. Oui, via Quentin. Allez dans les calculs, ça peut faire une grosse différence. Je vous propose peut-être qu'il est bientôt 15, qu'on passe à la suite. Il n'y aura pas de questions pour moi. Il y a peut-être il y a juste une dernière question là, peut-être. Oui, bien sûr. De manière plus simple, il y a une révisibilité des conditions du prêt à un moment. On fait le dossier, on signe, par exemple, on a à peu près une condition avec une mensualité déterminée, une capacité, possibilité de réviser les conditions. Alors, les révisions quinquennales, on ne les fait plus. On faisait avant les révisions quinquennales, mais uniquement à la hausse. C'est-à-dire, si votre situation patrimoniale avait changé, vous étiez devenu propriétaire d'un deuxième ou d'un troisième bien, la question se posera plus. Dans les cas actuels, on revisitait le taux et on appliquait une majoration. Ce n'est plus l'application. Les seules majorations possibles, c'est dans l'acquisitif. C'est par exemple, on vous a aidé à acheter votre bien, et puis c'était un bien avec 3 étages, et puis vous faites 2 cotes étudiants en haut et vous les louez. Là, le taux est augmenté de 2%. Mais ça ne concerne pas les Coréno. Donc, il n'y a pas. Une fois qu'on est parti, il n'y a pas de révision, c'est fixe. Toute dernière petite. Et dans le cas de multipropriétaire, c'est un autre bien. Le crédit hypothécaire n'est pas accessible, sauf des questions tout à fait hypothétiques et virtuelles, si l'autre bien est déjà totalement remboursé. Ce n'est pas une question d'endettement ou pas. C'est une question d'être propriétaire. C'est une question d'accès. C'est vraiment. Il faut se dire que les Coréno et les prêts du fonds du logement sont des prêts sociaux. Donc ils ne sont pas destinés, je veux dire, à aider. On part du principe qu'un multipropriétaire est une personne plus aisée. C'est simplement ça. Mais la question ne se posera plus à partir de juillet 2020.